Les Baladeurs, une série audio Les Others. Des balades, des aventures, des mésaventures en pleine nature. Prêt pour le départ? Prêt? C'est parti. Dans les ports de Marseille, du Havre, de Dunkerque ou de La Rochelle sommeillent d'immenses carcasses d'acier. Lorsque leurs silhouettes s'ébranlent sous le sursaut du moteur, d'immenses ils deviennent alors minuscules. Puis, on ne distingue plus qu'un point disparaissant dans la ligne de l'horizon. Qu'y a-t-il au-delà de cette ligne que rejoignent les chaluts? Quelle est la vie de ceux qui travaillent la mer? Romain Delahaye, dont le nom de musicien est Molécule, trafique les sons, distord les bruits, harmonise ensuite pour créer des albums électroniques. Mais son intérêt pour les fréquences l'amène au-delà de ce que peut produire la machine. Ce qu'il cherche, ce sont les bruits de la nature. Alors, il décide d'embarquer, de se laisser emporter dans ce point de fuite vers l'horizon qu'emprunte le chalutier vers l'Atlantique Nord. Là, il attend que rugisse la mer. Hiver 2013, Saint-Malo, Bretagne, France. J'ai commencé la musique au début des années 2000 et j'avais tout de suite cette idée en tête de composer derrière cette ligne d'horizon que je voyais en marchant sur la plage, en me promenant. Ça m'a toujours interpellé de me dire qu'est-ce qu'il y a derrière ça, avec la conviction qu'on est sûrement inspiré de manière complètement différente que sur le continent. Avec le doux rêve de mettre en musique la tempête, de me confronter aux éléments. Et donc il a fallu trouver le bateau qui pouvait me permettre d'aller dans une zone suffisamment houleuse pour rencontrer cette fameuse tempête. J'avais aussi cette idée de m'imposer un dogme artistique un peu comme un Lars von Trier et de dire je pars avec des pages blanches sans aucune idée de ce que je vais faire là-bas, avec tous mes instruments, des microphones pour enregistrer les sons environnants et faire un album complètement in situ sur ce bateau et rajouter aucune note une fois le pied remis à terre. Il m'a fallu faire une sorte de casting de bateau et j'ai des origines cancalaises, c'est en Ille-et-Vilaine en Bretagne. J'ai activé des réseaux, des connaissances, je suis entré en contact avec un armateur qui a deux navires dans sa flotte qui partent pour des campagnes de pêche longues
tout au nord de la Norvège, pêcher la crevette, et un deuxième qui pêche le merlan bleu en Atlantique Nord, entre l'Islande et l'Écosse. Et c'est une zone de navigation qui est réputée pour être une des plus hostiles au monde. Le premier critère était rempli. Le deuxième, sur la durée, les campagnes de 4 à 5 semaines, ça laisse quand même un peu de temps. Et du coup, j'ai appelé l'armateur. Je lui ai exposé mon projet. Et je dois admettre que je l'ai revu l'année dernière encore. Je sais toujours pas pourquoi il a accepté de m'embarquer. Il y a eu besoin de l'accord du capitaine, entre-temps. Et 1 an après ce premier rendez-vous avec Monsieur Soisson, l'armateur, j'ai embarqué sur le Joseph Roty 2, armé à Saint-Malo. Alors la rencontre avec le capitaine et l'équipage, elle s'est faite le jour même, la veille du départ plus exactement. J'essaye de surtout pas devancer le contexte auquel je vais me confronter pour me faire complètement surprendre une fois sur place. Et donc j'arrive vraiment dans un monde inconnu et puis j'absorbe au jour le jour les choses, l'apprentissage de l'équipage, de la vie à bord, tout ça s'est fait la première semaine un peu de navigation. Je me souviens bien de cette nuit veille de départ, pas mal de doutes et d'appréhension. Parce qu'on largue les amarres et après on est prisonnier. J'avoue que j'ai toujours une petite trousse dans ma trousse médicale avec quelques anxiolytiques et une bouteille de whisky aussi. Ce bateau, c'est une espèce de cathédrale assez rouillée et c'est vrai que la veille du départ, j'ai mis quelques doutes à savoir si on va rester à flot pendant cette campagne de pêche qui s'annonce et qui dure en théorie entre 4 et 6 semaines. On sait quand est-ce qu'on part, mais on sait pas quand est-ce qu'on revient. Jusqu'à fin des années 70, ce type de navire en haute mer était encore considéré comme des prisons à ciel ouvert et ils embarquaient des prisonniers à bord. C'est un bateau des années 70 qui fait une centaine de mètres, donc c'est un gros navire, 17 mètres de haut je crois, et qui embarque 60 marins en gros, trois nationalités différentes, des Polonais, des Portugais et des Français. Le jour J, on largue les amarres et ce vieux tas de rouille prend une toute autre dimension quand il commence à braver les flots. On le sent dans son élément. Il prend bien la houle. On le sent épanoui. Et du coup, un premier sentiment d'être rassuré par rapport à ça. Ça flotte, ça avance et ça a l'air stable. Le capitaine... Monsieur Quignou me demande un peu mes expériences de navigation, tout fier, je lui explique que j'ai jeune fait l'école des Glénans, j'ai fait plusieurs fois le tour de la Bretagne, Ouessant, Molène, à voile, et il me regarde droit dans les yeux et il me dit « Bon, t'as jamais navigué ?» Et il avait un terme d'ailleurs bien spécifique que j'ai plus en tête pour qualifier les voileux. C'est pas les gigolos, mais c'est un terme qui ressemble à ça. Voilà, pour eux, il y a une frontière très importante entre les gens qui considèrent la mer comme un terrain de jeu, de loisirs, les voileux, et ceux qui considèrent la mer comme lieu de travail.
Voilà, c'est assez rigolant parce que moi je viens de ce milieu de la voile plutôt, même si j'ai pas une grande expérience de ça, mais je suis sensible à la navigation. Et là je me retrouve sur un gros tas de ferraille avec des hommes qui ont un rapport à la mer très différent du mien. Un équipage tout de suite convivial, blagueur, qui me met dans les meilleures conditions, très curieux, intrigué. Il rigole un peu de ma présence d'une manière très amicale. Et puis voilà, on sent qu'on va apprendre à se connaître. Historiquement, les jeunes marins français voulaient plus embarquer sur ce type de navire dans ces conditions-là, et donc ils ont fait appel à un équipage portugais qui a une longue tradition. Les Portugais ont une longue tradition de pêche en haute mer. C'est de très bons marins. Et pour pas que l'équipage portugais prenne le pouvoir, ils ont coupé la poire en deux et imposé aussi une partie d'équipage polonais. C'est un peu le pourquoi de ces trois nationalités. Et tout de suite, ce qui me frappe, c'est le volume sonore qu'il y a sur le bateau. On s'entend difficilement. Et le moteur qui a été allumé le matin, une demi-heure avant de larguer les amarres, qui est un moteur 8ZL40, qui est un moteur à 4 temps, qui est à peu près à 116-117 BPM, battements par minute. Donc c'est une cadence très forte et continue. Et je sais à partir de ce moment-là que cette cadence va me suivre pendant les prochaines semaines. Faut comprendre que c'est pas comme une voiture, il n'y a pas d'accélération ou de décélération, ça tourne toujours sur le même rythme. C'est juste l'inclinaison des pales de l'hélice qui font que le bateau va plus vite, moins vite ou recule. Donc c'est un rythme qui reste constant et qu'on entend partout sur le navire, qu'on soit à la proue, à l'arrière, en hauteur, dans les entrailles. Ça fait vibrer les pièces métalliques. Donc tout de suite, ça me donne un peu le la, parce qu'il a aussi une tonalité dans les fréquences qu'il génère. Donc un rythme et une tonalité. Et je sais que c'est déjà la première piste de travail dans mon entreprise sonore, musicale. Je cherche pas la solitude, je cherche à me rapprocher des éléments et à aller dans des endroits où la nature est dominante. Alors sur un navire comme ça, pour que la nature soit dominante, il faut que le vent souffle et que la mer se forme. Parce qu'autrement, c'est la cacophonie des machines, des sons liés à l'activité de la pêche. C'est ce qu'on a eu d'ailleurs les 3 premières semaines sur le bateau. On a fait des ronds dans l'eau dans une zone de navigation qui s'appelle le jardin, où ils pêchent. Ils pêchent plutôt bien, plutôt beaucoup. Et ça, je m'aperçois au bout de quelques jours, quelques semaines, que je suis pas venu sur ce bateau pour ça. Et que j'ai qu'un seul souhait, c'est que le vent se lève. Un jour d'ailleurs, en sifflotant sur le pont, le capitaine me dit amicalement « Oula, malheureux, il faut surtout pas siffler sur un bateau parce que ça appelle le vent. » Donc ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et je me suis mis à siffloter comme ça, un peu dans mon coin pour pas me faire trop remarquer, pour appeler le vent et puis pour entendre les éléments, parce que j'étais vraiment sur une usine à ciel ouvert, au milieu de l'Atlantique, mais dans une usine très bruyante. Je l'appelle cette tempête. Je l'appelle, j'en ai besoin. J'ai besoin d'être inspiré par elle. J'ai besoin de la vivre. C'est ce que je suis venu chercher. Et je commence à avoir peur de ne pas vivre cette expérience-là. Je me suis dit à un moment, qu'est-ce que je fais, quoi, si je vais pas faire un album avec uniquement le bruit du moteur et des poulies qui grincent et des machines de l'usine. Je patiente, j'attends mon heure, je scrute les bulletins météo. Le capitaine comprend
aussi ma situation, et on n'a pas le même objectif, puisque la tempête, pour eux, c'est synonyme de chômage technique. Le bateau se met à la cape face au vent. Et des fausses alertes, des bulletins météo qui annoncent une dépression. Finalement, ça n'arrive pas. Joseph Roty, c'est un navire de travail, donc il n'y a aucun espace vraiment pour se reposer, il n'y a aucun banc. Il y a une atmosphère très humide, des odeurs très fortes, un mélange de gasoil et d'odeurs de poisson. Et ce savant mélange, ça donne un air un peu poisseux qui colle, et une odeur très singulière. Pendant presque un an après cette épopée, mes vêtements portaient encore cette odeur-là malgré des lavages successifs. Les couloirs sont étriqués. C'est un univers très hiérarchisé. Il y a alors évidemment la salle des machines qu'on visite avec des casques anti-bruit parce qu'il y a un volume très très fort. Il y a aussi l'usine qui se met en route une fois le début de la pêche. Donc ça, si mes souvenirs sont bons, c'était à peu près au 4 ou 5e jour de navigation pour se rendre sur la zone de pêche. Il y a le carré des officiers, il y a le carré des marins, et puis tout en haut, un peu comme la tour d'ivoire, la timonerie, qui est le lieu où le capitaine pilote les opérations et dirige le navire. C'est le lieu où il y a tous les commandants, le capitaine en second, le chef météo, qui a un poste très important dans ce genre de navire, le chef mécano qui vient assez régulièrement aussi. Pareil, c'est pas un bateau où on a un accélérateur et on pousse un bouton pour aller plus vite. On prend un téléphone et on est en relation avec la machinerie et on leur donne un ordre d'aller plus vite et d'aller moins vite. C'est des grosses machines. Et la timonerie, c'est le seul lieu où on a une vue un peu dégagée sur la mer, sur l'horizon. Tous les autres endroits du bateau, on est quand même dans quelque chose de très confiné. Les déplacements dans le navire sont très... pas comme dans un sous-marin, mais pas très loin, quoi. On peut se cogner facilement, ça glisse. Avec la houle, on se tient. Voilà, chaque déplacement est quand même assez périlleux. Et il y a ma cabine qui est au 3e sous-sol, juste à côté de l'usine. Il y avait un hublot, j'étais à fleur d'eau. Et je me suis vite aperçu quand l'usine s'est mise en route que c'était pas la meilleure place sur le navire. J'étais au niveau des polonais. Et la cabine, fuite d'eau dans la cabine, donc des serviettes un peu partout au sol, de l'eau qui est à même le sol pendant toute la durée du voyage. Un bruit important, donc sommeil difficile. On est complètement coupé du monde, des contacts très succincts avec la terre ferme via un téléphone satellitaire. Un désert bleu, on voit pas de verdure du tout, à part cette odeur de mélange de gasoil et de poisson et un peu de friture aussi parce que le cuistot cuisiné de manière très très grasse. On sent rien, on sent pas une fleur, donc c'est vraiment un désert monosens au sens, voilà, il y a qu'une odeur, il y a qu'une couleur presque, hormis le ciel qui apporte des nuances. Je crois que le premier coup de vent, ça a été le 18e ou 19e jour. Et là, pleine nuit, le contexte change radicalement. Les mouvements du bateau se font plus forts, plus accentués. On sent une tension se mettre en place. Les ordres prennent une dimension aussi différente, sont plus appuyés.
Quand le capitaine s'adresse au marin, il y a le risque pour l'équipage qui commence un peu à s'entendre, à se percevoir. À ce moment-là, on est en train de pêcher. Donc il y a un chalut de plusieurs tonnes, 3 km derrière le bateau, 400 mètres de fond. Le bateau dans ces conditions-là est complètement immanœuvrable. Il y a un risque concret qui se met en place, donc le capitaine donne l'ordre de remonter le chalut. Je sors enregistré avec un harnais de survie attaché. La nuit arrive et là on y est quoi. On y est, des déferlantes impressionnantes arrivent à l'arrière du bateau. Certaines manquent d'emporter des marins d'ailleurs. On était à 2 doigts de couper, je crois, le chalut et de le laisser parce que le chalut pèse plusieurs tonnes, rempli de poissons, de merlan bleu, et du coup ça fait un contrepoids très important à l'arrière du bateau. Ça gîte comme ça par l'arrière, les vagues s'engouffrent derrière, et c'est une situation un peu risquée. Il faut vraiment rester face au vent et face aux vagues pour pas se faire déporter, et la gîte peut être très dangereuse à ce moment-là. L'opération doit prendre 3 heures à peu près. Pendant 3 heures, il y a cette tension, est-ce qu'on va y arriver? Ouf, on a perdu personne. Et après, une fois le chalut remonté, le bateau se met à la cape. Ils remettent pas le chalut à l'eau. La tempête pousse les marins au silence. Et c'est à ce moment-là qu'on entend vraiment les éléments. Il y a un côté visuel très fort, cette mer déchaînée, ce bateau qui se rétrécit aussi, là en plein milieu de l'Atlantique, au cœur d'un coup de vent force 11-12, on a l'impression d'être sur une coquille de noix. Il y a des déferlantes de 15, 16, 17 mètres qui s'effondrent sur le bateau, la timonerie est recouverte d'eau à chaque fois, interdiction de sortir du bateau, donc là on attend, les hommes attendent. Et moi j'observe, j'écoute, j'enregistre le vent qui fait siffler tout ça, les craquements de la coque, les chocs des déferlantes contre cette coque d'acier. Quand on sort dans ces conditions-là, on m'équipait, on me donnait une CB aussi pour rester en contact. Et puis parfois j'avais carrément interdiction de sortir. Le capitaine est responsable de son équipage et donc c'est lui qui donne les autorisations. Il fallait avoir l'autorisation dans les conditions comme ça un peu extrêmes, que l'équipage soit au courant. Les images fortes que je retiens de la tempête, c'est plutôt des images de nuit, où je la voyais pas en fait. Et je pense que le fait de pas voir, ça exacerbe aussi le sens de l'ouïe et l'attention qu'on a par rapport à ça. Le moment où j'ai arrêté, où j'allais me coucher, me reposer par exemple, c'est des moments où les peurs commençaient à jaillir, où les questionnements, où on commence à cogiter et à se dire qu'on est à 300 km des côtes les plus proches, qu'on a fait des tests de combinaison de survie quelques jours auparavant et que c'était pas pour rien. On se dit qu'on est peut-être un peu maso de chercher à se mettre dans de telles conditions. Bon, enfin, plein de considérations qui font qu'on vit en tout cas quelque chose de très fort et quelque chose, on en prend conscience en tout cas qui nous marquera jusqu'à la fin de nos jours. Et puis on commence au bout de 24 heures, 48 heures à se dire que finalement le beau temps c'était pas mal. Parce que tout comme ces pêcheurs, quand la tempête gronde, et le travail de studio, les journées de studio, de composition sont pas évidentes. J'ai mis du temps à m'amariner, à pouvoir inscrire un peu mon travail de studio dans la longueur. Les premières semaines, rapidement, on est quand même un peu barbouillé. On a besoin d'aller à la timonerie, regarder l'horizon, poser son regard pour éviter d'être malade. Et ouais, cette première tempête, clairement, m'a stoppé dans mon élan
de composition, mais par contre je savais que c'était un moment où j'emmagasinais de l'inspiration et puis des sons qui allaient permettre à mon projet musical d'avancer. J'ai emmené tous mes instruments, j'avais pas de limite de matériel. J'avais une guitare, une basse, 4-5 synthétiseurs. Je pense à un Mini Moog, un Prophet 8, un Virus TI, un analogue fort, des boîtes à rythme analogiques aussi, et beaucoup d'effets. J'aime beaucoup travailler avec les petits effets de guitare. Je suis guitariste à la base et j'ai gardé ça de la guitare parce que je l'utilise de moins en moins dans mes productions, mais ce côté un peu recette de cuisine d'utiliser tout un chaînage de petites pédales d'effets qui par ricochet créent des sons, des textures, et ça permet aussi de se faire surprendre soi-même par ces machines-là. C'était sans cesse du bruit, du son et un travail de création, essayer d'épurer par l'équalisation, par des traitements, de sculpter vraiment les sons pour en retenir qu'une fréquence, d'essayer d'isoler les choses dans quelque chose de très confus. Après, on a enchaîné plusieurs dépressions. Il y en a eu 2 qui se sont enchaînées comme ça, assez fortes, assez violentes. Et au bout du 24e, 25e jour de navigation, je me revois en train de travailler dans le studio, en tenant les machines en même temps, avec une gîte très importante, et être dans un état... être dans mon élément et arriver à travailler des heures durant dans des conditions quand même assez difficiles, mais avoir les idées claires, à pas être malade, à être vraiment concentré entièrement dans la musique. Le corps s'habitue, s'adapte à ce contexte. J'ai avancé comme ça dans le processus entre prise de son et composition dans le studio, jusqu'à l'ordre du retour qui est arrivé le 33e jour de navigation, où là l'armateur appelle le capitaine en lui disant bon, il y a une prochaine dépression qui arrive, ça pêchera plus, rentrez. Donc à ce moment-là, on est tout au nord, 60 degrés 43 nord, c'est la latitude la plus au nord à laquelle on est allé avec le bateau, et on reçoit ordre de faire route à terre. Donc là, à ce moment-là, on n'a pas vu la terre depuis 32 jours. On fait route sur terre. Je me souviens des premiers arbres de la côte, on est revenu au début du printemps, fin avril. C'était un bonheur de revoir des végétaux. J'ai aucun recul sur ce que j'ai fait. Par contre, j'ai la conviction d'avoir fait le maximum. Je reviens assez confiant avec cette idée-là, une sorte de force tranquille qui m'a envahi après ces différentes tempêtes essuyées, et de revenir indemne de tout ça. Et le capitaine me dit à ce moment-là, tu commences à découvrir ce que c'est la vie de marin, c'est aussi les retrouvailles. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a ordre de faire route sur terre, l'atmosphère, une fois de plus, du navire se transforme. En tout cas, j'en découvre une nouvelle. Et ces marins qui sont assez bourrus, assez renfermés quand même si ça rigole et que ça parle fort, d'un coup, on s'aperçoit qu'ils ont quand même un cœur bien ancrés et qui sont émus de retrouver leurs proches, impatients. Et les retrouvailles, c'est quelque chose effectivement d'assez fort, parce que c'est un très beau moment, très fort. Et l'envie et la conviction que il va falloir repartir prochainement pour ce type d'aventure. Et aussi les oreilles fatiguées de tout ce boucan que j'ai eu pendant 5 semaines,
5 semaines là où le silence n'existe pas. Et du coup, tout de suite, cette idée me vient à l'esprit. Je ferai mon prochain album autour du silence. Romain est rentré au port avec l'album 60° 43 Nord, composé comme un carnet de voyage. Ses titres racontent les états de la mer et les états d'âme. On aime penser que le capitaine, d'une franche poignée de main, lui dit au revoir et atteste du regard que maintenant, oui, il sait. Il connaît la mer de ceux qui y travaillent. La promesse qu'il s'est faite à lui-même de repartir l'emmènera dans une nouvelle quête, celle du silence dans les déserts blancs du Groenland. Il signe alors un nouvel album intitulé -22°7 où résonnent les grands espaces vides. Ce nouvel épisode des Baladeurs est signé Camille Juzo. Le mixage est réalisé par Laurie Galigani. Les musiques de cet épisode sont signées par Molécule et issues de son album 60° 43 Nord. Cette histoire vous a plu? Parlez-nous-en sur vos applications d'écoute en ligne, par un commentaire ou une étoile, et nous lirons soigneusement ce carnet de bord de votre voyage sonore.